Le vendredi 13 novembre 2015, un commando de 10 djihadistes tue 131 personnes à Paris et à Saint-Denis. Depuis, il n'y a plus qu'un seul 13 novembre. Le mercredi 8 septembre 2021, s'est ouvert le procès des accusés et de leurs complices. Un procès historique qui doit durer 8 mois pour entendre toutes les parties et comprendre comment le drame a pu se produire. Lola Breton et Thierry Lévesque sont journalistes, ils assistent aux audiences de ce procès hors norme. Vendredi 13 est un podcast lesjours.fr. Ce procès du 13 novembre, il est exceptionnel, notamment à cause du nombre de victimes. Justement, comment gérer la souffrance de toutes ces victimes et quelle place est-ce qu'on peut laisser à la douleur dans ce processus judiciaire ? On se souvient qu'au début du procès, pendant plusieurs semaines, on avait pu entendre les parties civiles qui avaient défilé à la barre pour être entendues, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a eu en octobre-novembre, une grosse session de 5 semaines durant lesquelles à peu près 250 parties civiles sont venues parler, expliquer ce qui s'était passé le 13 novembre pour elles ou pour les proches qui les ont perdus, parce que c'était à la fois les victimes et leurs familles. Donc ça a pris de la place, pendant quand même plus d'un mois et demi à peu près. On a entendu beaucoup de douleurs, c'était éprouvant. Et puis on les retrouvera fin mars, début avril, pour celles qui n'ont pas pu venir parler à l'époque, puisque 250 personnes à faire passer, c'est déjà beaucoup en 5 semaines. Et il y en avait d'autres qui souhaitaient s'exprimer sur ce sujet-là, expliquer ce qu'elles avaient vécu. Et la seule place qu'il y avait pour les écouter, c'est dans quelques semaines. Donc on les retrouvera, et c'est vrai que ça pose la question de la place de la douleur dans ce type de procès d'envergure, avec autant de victimes. Un autre fait notable de ce procès, c'est que les parties civiles ne sont pas vraiment dans une posture haineuse vis-à-vis des accusés, alors qu'on pourrait penser qu'elles le sont finalement. Oui, alors on est à Paris, dans des milieux, disons, aisés, de classe moyenne. Pour caricaturer un peu, c'est plutôt des gens progressistes de gauche, ouverts, qui vivent dans des milieux assez tolérants. Et donc, malgré leur malheur, ils le sont restés. Ils ne viennent pas déposer avec de la haine, d'un message intolérant. Non, ils sont plutôt dans la recherche, dans le questionnement. Et surtout, il y a la conscience profonde, je crois, chez presque tous, que le but de l'acte terroriste aurait été justement de les faire basculer dans l'intolérance, dans la demande d'une répression plus forte, etc. Donc il y a cette position très inattendue, finalement, de la part de gens qui ont vécu quelque chose d'aussi difficile. Donc sur le plan, je trouve, des positions de partie civile, c'était parfait, on peut dire, parce que dans une salle d'audience pénale, il n'y a pas la place pour la haine, on n'est pas là pour ça. Et puis, de ce fait, me semble-t-il, ça a suscité chez certains accusés, notamment Abdeslam, mais aussi un Tunisien appelé Ayari, la volonté de parler, d'expliquer leur motivation. Voilà. Donc il s'est instauré, c'est incroyable à dire, mais finalement, une forme de respect. Je crois même que c'est le terme qui a été utilisé par l'un des présidents de leurs associations. Et donc, finalement, la dynamique du procès pénal a pu se mettre en place. Moi, il y a une phrase en fait, qui m'a beaucoup marquée dans la déposition, dans l'interrogatoire d'Ayari, de Sofiane Ayari. Il a fait référence à une partie civile en particulier qui est venue parler de sa fille qui est décédée sur une des terrasses, je ne sais plus laquelle. Et en fait, visiblement, ça l'avait tellement marqué qu'il avait en tête ce qu'elle avait dit. Et en l'occurrence, elle proposait, elle, de les rencontrer, d'ouvrir un dialogue. Et c'est étrange à dire parce que c'est un accusé, il est accusé de choses terribles. Mais c'était très touchant la manière dont il le disait, parce qu'en fait, il a dit, voilà, cette femme a expliqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi nous avions fait ça, et qu'est-ce qui poussait des anciens enfants à devenir des terroristes et à faire ce genre d'action. Et voilà, elle avait dit aussi, si je les avais connus plus jeunes, je les aurais pris dans mes bras, et donc ça l'avait touchée, et il a dit, en plus, elle ressemble à ma mère. Et ça, je trouve que pour la première fois dans ce procès, justement, on voyait tout ce processus-là. En fait, ils peuvent être touchés par ce que les victimes ont dit, et donc c'est pas forcément vain de les avoir entendus pendant 5 semaines et d'avoir juste entendu ce flot de douleur. Et alors les avocats des parties civiles, ils ont quelle place dans tout ça ? Oui,
Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on a à peu près 300, peut-être un peu plus, avocats de partie civile, ce qui est énorme. C'est l'une des raisons pour laquelle il a fallu construire une aussi grande salle d'audience. Et donc chaque avocat représente plusieurs parties civiles. Donc je sais qu'il y en a qui ont 40 parties civiles à leur actif, même peut-être plus. Donc il y a 300 avocats, il doit y avoir peut-être, je ne sais même pas combien il y a de parties civiles aujourd'hui, parce qu'en fait à chaque fois, quasiment qu'on reprend l'audience, il y a de nouvelles constitutions de parties civiles, alors qu'on est quand même au 5e mois du procès. Donc c'est toujours un peu étrange de voir que de nouvelles personnes se constituent partie civile au bout d'autant de temps de procès. Et en effet, ça veut dire aussi que les avocats qui les prennent en tant que clients vont avoir pour chacun de l'argent pour les représenter. Donc quand on a 50, 100 parties civiles à son actif, ça fait quand même pas mal. Et ça dénote avec, de l'autre côté de la barre, la défense, qui doit se partager ce pécule financier pour leur client qui est un accusé, alors qu'ils sont plusieurs à représenter une seule personne. Donc il y a eu un certain déséquilibre qui avait été pointé du doigt au début du procès. Je sais qu'il y a eu des accords. Pour ceux qui ont beaucoup de clients en partie civile, il y a un pourcentage qui est reversé pour la défense. Alors après, il se pose un problème quant à la place des avocats de partie civile. Là, on est plus dans la parole, mais plus dans l'intervention, leur place dans le débat judiciaire. Il est apparu, il y a eu plusieurs incidents à ce titre, que évidemment, quand on a des centaines d'avocats de partie civile, une très nombreuse partie prend la parole pour poser des questions. Et il se trouve que dans une logique absolument perverse, que moi je trouve en tout cas perverse, les avocats de partie civile se mettent dans la position d'être des supplétifs de l'accusation. Ce qu'ils ne sont pas, puisqu'ils ne sont pas ils ne sont pas là pour porter la parole de l'accusation. L'accusation est portée par le ministère public qui représente la société. Eux, ils représentent leurs clients, ils recherchent la vérité. Donc. Mais de manière un peu perverse, oui, elles se mettent dans cette position. Et surtout, ça prend une place démesurée à l'audience. Quelquefois, les questions durent 1 heure, 1 heure et demie. Ce qui fait qu'il y a un déséquilibre du temps de parole, et ça a été souligné par la défense. Il semblerait qu'ensuite, justement, les parties civiles se soient un peu disciplinées. Donc, un équilibre est toujours recherché au moment où on parle sur ce plan, mais c'est vrai que ce procès illustre cette problématique maintenant de la place de la partie civile dans le procès pénal français, puisque dans les procès anglo-saxons criminels, ils ne sont pas représentés, ils n'ont pas d'avocat. Chez nous, si, et ça a tendance peut-être à, je dirais presque des fois, à parasiter un peu le dialogue entre défense et accusation. Dans ce procès, il y a une autre question qui se pose, qui est doit-on diffuser les images des attentats ? Pour le moment, qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qui a été diffusé ou non ? Alors, les images des scènes de crime n'ont pas été diffusées pour le moment. On a vu les images des constatations, donc après que les corps aient été retirés, ou alors les policiers avaient mis des caches sur les photos pour qu'on évite de voir ce qui était trop cru à leurs yeux. Et c'est une décision visiblement de la Cour de ne pas les diffuser à l'audience devant les parties civiles et devant toutes les parties en fait. Sauf que c'est quelque chose qui est dénoncé par certaines parties civiles qui ont pris la parole sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc. Et parce que c'est intéressant en fait au point de vue de comprendre ce qui s'est passé et l'ampleur de ce qui s'est passé, de pouvoir voir ce genre d'images. Et en l'occurrence, dans les procès aux assises, normalement, on voit toutes les images. Donc il y a encore ce débat. Le président avait dit qu'on verrait en fonction, on a encore du temps pour les voir. Mais c'est vrai qu'au moment où on a eu ce moment constatation, que s'est-il passé réellement ce 13 novembre, les images n'ont pas été montrées. Alors tu le dis Lola, la question des images, elle divise même au sein des parties civiles. Thierry, tu as pu rencontrer Arthur Desnouveaux, qui est rescapé du Bataclan et président de l'association Life for Paris, l'association des victimes des attentats du 13 novembre. Lui, il est plutôt favorable à la diffusion de ces extraits. Moi, je pense que dans un procès, il faut comprendre ce qui s'est passé, les conséquences de ce qu'on est en train de juger. Je crois d'ailleurs que c'est un peu la base du procès pénal en France et que donc c'est logique que les images du dossier soient diffusées pour donner une idée des scènes de crime. Je comprends qu'il y a 2 éléments importants à prendre en compte. Le premier, c'est que dans un dossier d'une telle ampleur, il y aurait de quoi en passer pendant des jours, des trucs particulièrement horribles, et des trucs où c'est possible d'identifier la victime en question et que ça puisse être dur pour les familles. Bon, très bien. La deuxième, c'est que si c'était trop diffusé, il pourrait y avoir un risque que ça se retrouve sur Internet.
Ceci dit, il y avait un autre argument qui était avancé au début et contre lequel je ne m'élevais pas du tout, qui était de dire que ça risque de réveiller du stress post-traumatique chez les victimes. Je pense qu'on a vu, après les 5 semaines de témoignages, qu'on pouvait aller assez loin dans l'horreur sans craindre ça. On a aussi vu des images hyper dures, notamment le pilote jordanien qui se fait brûler. Et donc on a aussi franchi ce Rubicon-là. Et donc à ce moment-là, tout ce qui reste, c'est de dire, celle du Bataclan en particulier, parce qu'on a vu des choses sur les autres lieux, elles sont tabous. Ça, je trouve que c'est un message étrange vis-à-vis de la justice, mais aussi vis-à-vis des victimes. Une manière de dire, vous avez le droit d'en parler, on vous demande même d'en parler, en revanche, vous êtes les seuls à avoir le droit de voir ce que vous avez vu. Moi, je trouve ça assez malsain. Et il y a un dernier point qui est peut-être un peu fleur bleue, mais qui est de se dire, est-ce que ça va pas décoincer des choses chez les accusés? Et donc moi, je vais revenir à la charge là-dessus. Et donc, photos qui, pour moi, doivent avoir la caractéristique de ne pas permettre d'identification des personnes, mais montrer la globalité de la scène de crime. Et aussi, moi, j'aimerais qu'il y ait certains extraits de la bande-son qui soient aussi un peu plus longs. Moi, quand je suis passé témoigner, on a eu droit à la revendication. Je sais qu'il y a d'autres mamans difficiles. Typiquement, il y a de longs mamans où des gens réclament de l'aide à la police qui leur disent que grosso modo, ils ne peuvent pas les évacuer maintenant. J'aimerais au moins qu'on en passe un, qu'on se rende compte de l'horreur. Et on a entendu les terroristes tirer et tuer. Moi, j'aimerais qu'on entende l'assaut final aussi. Mais je pense que ça permettrait de se rendre compte de quelque chose que les récits peuvent toucher du doigt, mais on ne comprend pas l'horreur exacte en entendant ça. Moi, l'analogie que j'ai, c'est je peux aller lire toutes les critiques que je veux sur la musique de Mozart. Je ne suis pas capable d'en écrire une note ou d'imaginer ce que c'est avant de l'avoir entendu. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'on a fait là. Oui, on a compris l'horreur, maintenant on peut la regarder. Pourquoi cette question de la diffusion des images, elle divise en fait? Il est d'usage quand même dans les procès de crime de montrer la scène de crime, non pas par appétence morbide, mais simplement parce qu'il faut se rendre compte de quoi on parle, tout simplement. Donc la décision doit être prise ultérieurement, je crois. Et pour l'instant, ça reste en suspens, ce point-là. Et puis, il faut bien comprendre que si elles étaient projetées, toute personne dans la salle peut décider de sortir à tout moment. Enfin, je sais pas, on n'est pas obligé de regarder. D'autant que beaucoup de précautions ont été prises dans ce procès, justement, pour, avant toute projection, que ce soit vidéo de l'État islamique, scène de crime un peu floutée, etc., avant tout ça, il y a une annonce de la cour pour dire « Attention, ça va être diffusé, si quelqu'un veut sortir, sortez ». Donc, voilà, il y a toujours des précautions à prendre pour ceux qui ne voudraient pas les voir. Et il y a aussi d'autres personnes qui pâtissent de ce procès, ce sont les proches des accusés. Oui, tout à fait. Les proches des accusés ont été entendus à partir de fin décembre, début décembre, avant les vacances de Noël. On en entend encore quelques-uns en ce moment, en parallèle des interrogatoires des accusés. Et en effet, c'est assez... on ressent leur douleur, mais alors c'est une douleur qui s'exprime différemment de celle des familles de victimes, puisque... il y a cette ambivalence, on est à la fois extrêmement évidemment touché que notre fils, notre compagnon, notre frère aient été impliqués dans ce genre d'affaires, qu'il soit mort ou qu'il soit aujourd'hui dans le box des accusés. Et en même temps, il y a cette culpabilité énorme, ce sentiment de honte parfois pour certaines personnes, d'être lié à ces hommes-là. Donc c'est une douleur qui se voit souvent, enfin qui se voit parfois, je veux dire, qui se voit parfois... de manière très claire. Donc on a vu des femmes d'accusés qui ont pleuré beaucoup. Et puis il y a ceux qui, et c'est aussi une manière d'exprimer sa douleur, j'imagine, ceux qui décident de ne pas venir parce que c'est trop difficile, parce que comment on choisit ces mots pour parler de cette personne qui fait partie de notre vie, mais comment on le défend aussi. Donc il y a cette ambivalence qui se voyait déjà chez les familles des auteurs décédés, et qui se voit évidemment dans celle des accusés aujourd'hui. C'est une douleur en fait qui ne peut pas être dite, qui ne peut pas être admise tellement, et les personnes en ont conscience. On ne peut pas venir dire sa douleur d'avoir eu un fils kamikaze ou un compagnon tueur devant les parents des 131 personnes qu'ils ont massacrées. Mais bon, comme dans tout crime, bien évidemment, quand on découvre que son conjoint, que son fils est impliqué dans une telle horreur et qu'en plus il est mort, bah, évidemment que c'est une douleur et qu'on a une victime. Mais c'est des choses que ces gens-là ne peuvent pas dire. Alors oui, soit ils ne viennent pas, soit ils viennent le dire, ils l'expriment avec leurs mots, mais c'est évidemment oui, une souffrance aussi pour eux, oui.
Il y a une autre douleur peut-être, alors c'est beaucoup plus compliqué d'en parler, mais c'est celle des accusés qui essaient de temps en temps de faire entendre leur souffrance dans leurs conditions de détention. Voilà, il y en a qui maladroitement, qui parfois essaient de comparer leur douleur à celle des victimes, donc ça passe jamais vraiment bien. Mais bon, voilà, donc en fait, la douleur a une place dans ce procès, et de temps en temps, on lui donne plus ou moins d'importance. Je pense que la douleur, en fait, c'est central toujours dans un procès pénal, puisqu'un crime, ça crée de la douleur de toutes parts et par cercle concentrique dans une partie de la société. Et la fonction du procès pénal, c'est aussi non pas de la réparer, mais de lui apporter des questions, d'essayer de l'apaiser, d'amener les gens à tourner la page, à comprendre, à solutionner, etc. Et je crois que dans quelques audiences qu'on a pu voir, là, on commence à être sur quelque chose comme ça, puisque Abdeslam et d'autres consentent à s'expliquer, et on commence à explorer les raisons de leur motivation, les origines de leur engagement. Et puis d'autre part, je crois que toutes les gens qui ont été victimes de ça ont pu s'exprimer largement sur ce qu'ils ont subi. Et la rencontre de ces deux paroles, c'est l'essence du procès pénal. Et je pense que si on arrive jusqu'au bout à avoir marié ces deux paroles, je crois que ça aura été un moment important. La série Vendredi 13 est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjoursfr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.